Bonsoir, bienvenue sur Télésud dans ce nouveau journal des correspondants. Cette semaine, nous ferons escale en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Mali, en Guinée et au Burundi. Nous parlerons sport, invention, héritage ancestral. Merci de nous rejoindre. Nous partons donc pour le Mali, où le pays attend toujours la liste du nouveau gouvernement de transition. Un nouveau Premier ministre de transition a été désigné. Il s'appelle Choguel Maïga. Voici son portrait signé de notre correspondant sur place, Bouraïma Soulo. Choguel Kokala Maïga, de son vrai nom Choabou Issoufou Suleiman, est né en 1958 à Tambako, dans le cercle d'Ansongo. Il est le président du mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, l'héritier du parti unique du général Moussa Traoré. Jusqu'à sa nomination, Choguel Kokala Maïga assurait la présidence du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Au sein du M5, Choguel a imprimé sa marque, celle de la constance depuis le début. Nous allons donc nous battre pour la rectification de la transition. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui le ralliement de l'essentiel des forces vives de la nation, y compris certaines forces qui n'étaient pas forcément d'accord avec le M5, autour du fait qu'il faut nécessairement rectifier la transition. Plusieurs fois ministre entre 2002 et 2008, le nouveau locataire de la primature est décrit comme un fin stratège. Il est l'un des vétérans de la politique malienne. Pressenti Premier ministre depuis les événements du 24 mai dernier, le nouveau Premier ministre appelait déjà les Maliens à l'union. Rassembler les Maliens du nord au sud, de toutes les tendances politiques, de toutes les régions, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de tout ce qui peut unir les Maliens. Parce que c'est lorsque nous aurons l'union sacrée que les autorités peuvent consacrer leurs efforts à la défense de la patrie, à la réalisation et à la résolution des problèmes qui assaillent les Maliens au quotidien. Désormais, Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, décrit comme une personnalité clivante, aura la responsabilité de relever plusieurs défis parmi lesquels la sécurité, la gestion de la fronde sociale, l'organisation des élections crédibles qui doivent permettre le retour des civils à la tête du pays. C'est certainement le dossier sur lequel Choguel Kokala Maïga sera attendu, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. Un autre portrait dans ce journal des correspondants, celui de Muntaga Keïta, jeune diplômé de Harvard, génie de la technique. Grâce à ses inventions aujourd'hui, il renforce le système de santé très fragile dans son pays. Présentation, Sayon Kourouma, notre correspondant en Guinée. Il y a un truc qui dépasse ici, là. La scène paraît banale. Et pourtant, la discussion porte sur une innovation qui est censée, dans les prochains jours, améliorer sensiblement la prise en charge médicale de nombreux Guinéens et Africains. Il s'agit d'un scanner de santé, la toute dernière création de Muntaga Keïta. Ses employés et lui peaufinent les derniers réglages avant de présenter son invention. Un hôpital mobile ultramoderne, nous a-t-il confié. Dans les villes, villages, on peut par exemple scanner des dizaines, des vingtaines de personnes en un temps record, enregistrer leur dossier patient en un temps record, mais surtout tout ce qui s'enregistre là. Donc en temps réel, les décideurs savent ce qui se passe sur le terrain, avec les agents de santé qui sont sur le terrain. Ce banquier de formation révolutionne aujourd'hui le secteur médical avec ses appareils made in Guinée. Il les fabrique lui-même avec le concours des jeunes informaticiens guinéens qui l'embauchent. Ici, 100% des travailleurs sont nés en Guinée. Voilà. Il y a une personne, par exemple, d'origine béninoise, mais elle est née en Guinée. Il n'y a que des Guinéens ici, à Tulip Industries. Lorsque nous aurons de nouvelles personnes qui viendront du Sénégal, du Mali, de d'autres pays, nous les prendrons aussi. Pour lui, Muntaga Keïta, tout a commencé en 2019 avec la conception des bornes médicales. Des bornes qui ont permis aux professionnels d'ausculter les patients à distance. Une révolution.
Ce que vous voyez là, c'était la borne médicale qu'on avait manufacturée depuis... Celle-ci date de moins d'1 an et demi. Et on l'a élaborée et tous les gadgets qui sont autour aussi, on les a fabriqués. Ces tablettes permettent d'accélérer les examens médicaux, d'accélérer l'enregistrement des données. Pour ceux qui l'ont côtoyé tout petit, ils savent Muntaga s'est très tôt intéressé à la technologie. Il aimait regarder. S'il n'y a pas d'école, passer la journée à la bibliothèque. Dans tout le temps, c'est les mêmes choses. Science et vie, les journaux, il regardait, il ne comprenait pas. Tout curieux, très très curieux. À la tête de cette entreprise depuis 2017, après 23 ans passés à l'étranger, Muntaga décide de lancer ses activités dans son pays, terre qu'il a quittée à 13 ans seulement. À l'âge de 13 ans, je l'ai emmené en France. Là, il a poursuivi ses études, il a fait son collège jusqu'à 2e année d'université. Et là, il a décidé d'aller aux États-Unis. C'est comme ça qu'il est parti aux États-Unis. Sinon, il avait fait droit en France, mais arrivé aux États-Unis, il s'est lancé dans le monde bancaire. Donc, il a fait des études de banque. Et c'est de là il est parti jusqu'à ce qu'il a fait Howard après son master. Les créations du jeune entrepreneur guinéen lui ont permis de rafler les distinctions, notamment la médaille d'or du 47e Salon international des inventions à Genève et tout récemment le Grand Prix de l'Association européenne des inventeurs. Déjà, 23 pays en Afrique sont intéressés par sa dernière création. L'appareil sera disponible sur le marché dès ce mois de juillet. En Côte d'Ivoire, il y a un sujet qui fait débat en ce moment. La vente de la baguette de pain dans les boutiques de quartier. Les boulangers ivoiriens demandent l'interdiction de cette pratique dans le pays. Les motifs de cette demande avec notre correspondant Christiani Desgermain. Il doit donner combien au 35e? 15. D'accord, j'ai compris. Emmanuel Créy habite le sous-quartier d'Okui dans la commune de Cocody. Pâtissier de formation et sans emploi, Emmanuel est distributeur de pain à moto. Depuis quelques jours, cette activité est menacée, en cause. Les fêtières du secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire décrivent les conditions dans lesquelles ces pains sont convoyés vers les populations et souhaitent l'interdiction de certaines activités dans le domaine de la boulangerie. On prend pour nourrir la famille, on prend pour faire nos petites dépenses, l'eau, courant, maison aussi. Moi, c'est mon boulot que j'ai fait, donc si je veux l'arrêter, en tout cas, c'est pas bon. Les vendeurs ambulants, les porteuses, les livreurs, peut-être le pain n'est pas protégé. Bon, peut-être il y a les microbes, il y a le coronavirus, ainsi de suite. Donc bon, si c'est ça, on doit donner les mesures, il y a les mesures de barrière, on doit protéger le pain pour aller livrer, il y a les sachets, tout ça là. Mais si on veut arrêter ça totalement, vraiment. Mettre fin à la distribution de pain à moto, la vente du pain dans les boutiques et en bordure de rue, c'est le combat que mènent les acteurs de la boulangerie en Côte d'Ivoire. Une pilule difficile à avaler par les populations qui estiment que cette vente de proximité est avantageuse. Il n'y a pas de travail. C'est ça aussi, ils font pour se nourrir, pour faire tout. On les demande pardon, quand les laisser, ils vont livrer pain là. Et au moins, ils livrent pain pour nous donner, on les donne un peu, nous on gagne un peu. Ils sont d'un grand aide à la population. Au lieu de mettre fin à leurs activités, pourquoi ne pas leur donner un moyen de transport plus sophistiqué, avec que les pains soient mieux conservés jusqu'à la vente à l'espace, au lieu où ils veulent déposer le pain. Donc moi, je pense que c'est ce que l'État doit faire, au lieu d'arrêter. Parce que bon, pas tout le monde aussi qui a la capacité d'aller jusqu'à une boulangerie acheter le pain. Il y a les boulangeries qui sont très éloignées de nos habitations. Pour le haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire, il est temps d'assainir le secteur. Vous savez que le boulanger, il faut être déclaré, il faut payer tes salariés, il faut, n'est-ce pas, déclarer les salariés à la CNPS, il faut payer les impôts. Au-delà de ça, la réglementation impose un peu les certificats d'hygiène. Vraiment, il y a beaucoup d'obligations que le boulanger supporte, à la différence de ces intermédiaires-là. Et donc, c'est clair que si ces personnes ont plus de marge que le boulanger, c'est pas intéressant. On a plein de sociétés de distribution qui, quand tu passes la commande, qui viennent te livrer à domicile. Donc, il y a des commissions sur la distribution. C'est une activité. Pour rappel,
Un arrêté numéro 2004-03 du 20 janvier 2004 portant organisation de la distribution et de la vente du pain a été pris par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'assainir le secteur de la boulangerie et améliorer la qualité du pain servi aux populations. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Tchad pour parler d'héritage ancestral. Nous allons à la découverte d'un petit village situé à 25 km de N'Djamena, la capitale. Ce village s'appelle Gaoui. Il vit de la poterie depuis des décennies maintenant. 150 000 pièces sont réalisées chaque année par les femmes du village, un savoir-faire qui s'exporte jusqu'en Chine. Reportage de notre correspondant sur place, Théophile Kadnouba. Obtenu à base d'argile, ces jarres prisés par les Tchadiens pour conserver de l'eau bien fraîche et ces ustensiles de cuisine que l'on trouve sur tous les marchés de N'Djamena et des provinces proviennent en majorité du village Gaoui, localité située à près de 5 km à la sortie nord-est de la capitale tchadienne. C'est ici que vécurent nos ancêtres les Sao, et la poterie est le fruit de leur génie créateur, car à l'époque, c'était avec ça qu'ils fabriquaient tous les ustensiles et les récipients. L'une des principales activités artisanales des Sao, ancêtres des Tchadiens, avec l'évolution du temps et le changement de mentalité, la poterie est délaissée aux femmes de ce village, devenu le fief du travail de l'argile dans toute sa diversité. Ici, la poterie est une richesse culturelle et artistique qui valorise la femme, contribuant ainsi à son émancipation. Avec cette activité, nous nous sentons indépendantes financièrement de nos maris et nous participons également à la gestion du foyer en épaulant ceux-ci dans les dépenses. Celles-ci s'organisent en groupement pour bien évoluer dans leur travail et surtout fabriquer des objets d'art en quantité, ce qui permet de faire aussi assez de recettes. Raison pour laquelle jeunes et vieilles femmes se rivalisent d'ardeur pour se faire une place au sein de ces groupements. Et même pour obtenir le respect des hommes du village, il faut appartenir à l'un de ces groupements des potières, car ce sont elles qui donnent la valeur et prouvent la dignité de la communauté Kotoko auprès des autorités par le biais de leur travail. Ce travail nous a donné plus de valeur, de dignité aux yeux des membres de notre communauté. Car grâce à la poterie, nous voyageons partout en Afrique pour montrer les richesses culturelles et artistiques du Tchad. Pour pérenniser cette richesse culturelle ancestrale qui fait la notoriété du Tchad sur la scène internationale au cours des expositions, celle-ci sollicite régulièrement l'appui de bonne volonté pour des sessions de formation pratique aux plus jeunes. Malheureusement, elle semble très peu aidée par le ministère de tutelle pour organiser des événements culturels et artistiques autour du secteur. Une autre tradition ancestrale, le jeu de société Urubugu. Il fait partie de la catégorie des jeux de semis. C'est un jeu qui demande concentration et stratégie. Au Burundi aujourd'hui, c'est un jeu qui attire de plus en plus la jeunesse du pays. Explication de nos correspondants sur place. Urubugu est un jeu traditionnel qui fascine de plus en plus les jeunes.
Jouer à deux, on utilise des graines qu'on plante dans les alvéoles selon les règles apparemment simples, mais qui s'avèrent extrêmement riches et subtiles. L'Ikibuguzo est ce tablier en bois sur lequel est joué ce jeu ancestral. Il faut des calculs pour jouer. Moi, quand je range les 8 pions, c'est pour anticiper. C'est comme un soldat au combat. Même ici, si tu n'exploites pas ton intelligence, tes calculs mentaux, tu perds. Tu calcules pour neutraliser les pions de ton adversaire. Dans le temps monarchique, ce jeu occupait en temps de paix les soldats du roi. Ce jeu associe stratégie, tactique et spontanéité. Et des jeunes plaident sur son développement. C'est nécessaire d'enseigner ce jeu aux enfants, de le redynamiser. C'est un jeu traditionnel, riche en culture, c'est culturel. L'Ikibuguzo, l'objet sur lequel est joué Urubugu, est une source de revenus pour les fabricants. Avant, on creusait des trous au sol. Aujourd'hui, c'est sur un tronc d'arbre ou une planche. On joue avec des graines qu'on trouve sur des arbres. Pour le fabriquer, ça demande du temps pour creuser tous ces trous. On le vend à 30 000 francs chacun. Ça nous fait vivre. Il faut noter que ce jeu est aussi connu dans les pays frontaliers, avec le Burundi comme le Rwanda et la Tanzanie. Le Cameroun, pour finir en beauté, notre tour d'horizon d'Afrique dans ce journal des correspondants. Cette semaine, nos correspondants sur place, Valérie Ntidia et Cyril Nguidjoy, nous racontaient comment le public camerounais était ravi de revenir au palais omnisport de Yaoundé pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Rien que pour le plaisir, on y retourne. La joie est débordante sur Jules, le président du fan club des Lions Indomptables, se réjouit de vivre en direct les rencontres de la 24e édition de la CAN de handball Seigneur-Dame. J'étais bluffé par la cérémonie d'ouverture de cette grande fête sportive Cameroun. Moi, j'étais bluffé par le caractère artistique, par l'engouement, par les supporters qui sont venus supporter les Lions du handball. Seulement 10% de la capacité des spectateurs que peut accueillir le palais de sport de Yaoundé sont admis. À raison de cette restriction, la menace de la crise sanitaire qui plane toujours dans les airs. Des dispositions sont prises avant chaque rencontre. L'aire de jeu est désinfectée par des services appropriés. À l'extérieur, les entrées sont filtrées. S'agissant du déroulement de la compétition et de la qualité du spectacle, l'organisation est saluée par les acteurs depuis l'ouverture. J'ai vu le match du Cameroun et l'Angola et le Cap-Vert. Il y a un très bon niveau. Ça va être compliqué, mais ça sera l'équipe qui ne lâchera rien du tout. Je trouve que c'est super bien organisé, tout est carré. Franchement, c'est bien, c'est propre. Ma fierté doit passer par la victoire d'abord de l'organisation et la victoire de nos Lions indomptables. Les favoris, l'Angola, 13 fois sacré champion, a dominé le Cap-Vert, 39-14 dans la poule C. Le Sénégal, le vice-champion d'Afrique, est largement venu à bout de Madagascar, 42-16. Et la Tunisie a difficilement battu la Guinée, 30-27 dans le groupe A. Lors de la première journée de la poule B, la République démocratique du Congo, 3e en 2018, à Brazzaville et le Cameroun 4e ont respectivement pris le dessus sur le Nigeria et le Kenya 35-16 et 40-16. Aujourd'hui, c'est une compétition. On ne néglige pas. On a vu tout de suite le Cap-Vert qui a démontré un peu contre l'Angola. Ils ont perdu, mais ils ont bien joué. On observe d'abord la compétition. Ça démarre comme un moteur diesel. Les équipes ne se démontrent pas. Ils vont doucement. Mais ça va véritablement démarrer en quart de finale.
Sur les 11 nations qui ont pris le départ après le désistement de l'Algérie, 3 effectuent leur baptême de feu dans cette Coupe d'Afrique, à savoir le Cap-Vert, Madagascar et le Kenya. Elles ne viennent cependant pas en victimes résignées malgré leur première sortie manquée. Chacune des équipes nourrit la double ambition de remporter le trophée final au soir du 18 juin et décrocher un des 4 tickets qualificatifs au championnat du monde prévu en décembre 2021 en Espagne. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. C'est grâce à la contribution de notre réseau en Afrique que ce journal vit. Merci à eux. Merci aussi à l'équipe de Paris pour les montages, le tournage et la réalisation. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à tous sur Télésud. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du journal des correspondants. D'ici là, portez-vous bien.